discussion d'actualité sur LDV Média. Aujourd'hui, au programme de notre émission, une rubrique culture qui portera sur la comédie de Saint-Étienne. Ensuite, un peu d'exotisme, nous partirons à Bali pour la rubrique internationale. Puis nous ferons un point sur les JO d'hiver dans la rubrique sport. Et enfin, un fait de société avec le problème des prisons en France. Nous allons vous présenter la comédie de Saint-Étienne. En 1956, Jean Dasté, venu de Grenoble, installe la compagnie des 4 saisons à Saint-Étienne. Et sous l'impulsion de Jeanne Laurent, l'initiatrice de la politique de décentralisation théâtrale d'après-guerre, cela va permettre la fondation de quelque chose de nouveau. Et c'est alors qu'en 1947, la comédie de Saint-Étienne est fondée sous la directive de Jean Dasté, et ce fut l'un des tout premiers centres dramatiques nationaux de France, où il sera développé un projet mélangeant création et transmission. De nos jours, Arnaud Meunier est à la tête de cette fondation. Alors, parlons un peu de l'école de la comédie de Saint-Étienne, qui est une institution théâtrale qui produit pièces et spectacles destinés à être représentés à l'échelle nationale, mais aussi à l'international. Donc, cette comédie développe majoritairement un projet qui joint transmission et création. Son équipe est composée de metteurs en scène, comédiens, mais aussi acteurs, qui sont tous ici pour nous proposer un théâtre varié, tant d'aujourd'hui que de demain. Mais de quoi les élèves sont-ils à la recherche ? Alors, les élèves sont ici à la recherche d'un travail sérieux, mais également à la quête d'une certaine convivialité au sein du groupe de travail. J'ai entendu parler de 2 dates. Pouvez-vous nous les exposer ? Alors, c'est depuis 2014 que la comédie s'est engagée dans un processus d'égalité des chances, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir ses portes à des jeunes d'horizons culturels, géographiques, mais également de classes sociales différentes. Et pour la deuxième date, en 2016, l'École supérieure d'art dramatique peut délivrer le diplôme d'État de professeur de théâtre. Comment se déroule l'inscription ? Alors l'inscription se fait sur concours, audition individuelle suivie d'un stage. Seulement donc 40 personnes seront retenues par le jury à la suite de ce stage qui se déroulera sur 5 jours. On y trouve une diversité d'ateliers et d'entretiens personnels. Au final, 10 personnes seront admises par promotion selon la règle de parité homme-femme. Alors moi je vais vous présenter un exemple d'une pièce qui a été jouée à la comédie de Saint-Étienne qui s'appelle Black Cloud. Donc le spectacle il traite de la fracture numérique nord-sud à l'aide d'une narration croisée. Donc on y suit d'une part la vie d'un escroc en ligne ivoirien et de l'autre côté d'un escroc américain nommé Aaron Swartz. Et donc cette pièce traite des dangers d'internet. Et maintenant nous décollons pour Bali avec la rubrique internationale qui nous sera présentée par Emma et Salomé. Avec ses décors de cartes postales, Bali est un véritable paradis en Indonésie. C'est l'une des îles les plus petites de l'archipel indonésien, mais de loin la plus convoitée des touristes. Petit paradis, Bali rassemble tous les éléments indispensables à des vacances réussies. De belles plages de sable blanc, des reliefs volcaniques extraordinaires, des rizières, ainsi qu'une culture omniprésente. Et puis les Balinais séduisent par leur douceur et leur gentillesse. Vous pourrez assister à la cérémonie du coucher de soleil sur les plages. Vous pourrez également vous balader dans les splendides paysages de rizières en terrasse. Nous vous invitons à visiter l'ancienne cité royale Klunggung, l'une des villes les plus prestigieuses de Bali. Venez découvrir l'art balinais. L'île des dieux, si marquée par l'hindouisme et les croyances ancestrales, possède un héritage culturel inestimable dont les temples, les villages traditionnels et les nombreuses festivités sont les témoignages les plus marquants. Nous retrouvons maintenant Salomé qui va vous faire un résumé de la situation du mont Agung qui est actuellement en alerte de niveau 4. Le mont Agung est l'un des volcans les plus actifs du monde. Il fait plus de 3142 mètres et est actuellement en alerte de niveau 4. Il est interdit de s'approcher à moins de 6 km du volcan et cette zone peut encore évoluer. De plus, en raison de projections de cendres, le trafic aérien se retrouve perturbé. Les principales activités économiques de l'île diminuent, notamment le tourisme. Certains touristes sont téméraires, mais la plupart ne choisissent plus cette destination. Les scientifiques pensent que le niveau d'alerte pourrait passer à 5 en vue d'une explosion puissante. Bali, en plus d'être populaire pour son tourisme, abrite l'école la plus écologique du monde. Située au centre-sud de l'île, elle a été construite en 2008 entre les rizières et la forêt tropicale.
Fait en bambou grâce à l'entreprise PT Bambou spécialisée dans la construction de bâtiments en bambou traditionnels, la Green School se base sur les développements durables. Monsieur et Madame Hardy ont eu une prise de conscience brutale sur le changement climatique. Leur but étant de sensibiliser et de responsabiliser les nouvelles générations tout en stimulant la créativité et la curiosité des élèves. L'école fonctionne sur les énergies renouvelables avec des centrales hydrauliques, des panneaux solaires et des batteries de stockage. Tout cela dans le but de respecter la biodiversité. L'école peut contenir 100 élèves âgés de 3 à 15 ans. Les classes sont ouvertes sur l'extérieur. Les élèves travaillent avec le système éducatif anglais tout en gardant la tradition balinaise. Par exemple, ils pratiquent le mépantigan et ils font des peintures sur tissu batik. Ils gèrent des potagers et apprennent la culture indonésienne en conservant l'art local. Seulement, l'école accueille beaucoup d'enfants étrangers, mais monsieur et madame Hardy tentent de mettre en place des aides financières pour encourager les Indonésiens à s'inscrire. Maintenant, pour notre rubrique sport, nous prenons l'avion pour Pyeongchang en Corée du Sud, où se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver. Et donc, je vais laisser Eva arbitrer un débat entre deux journalistes qui s'y sont rendus. Bonjour Loïc, nous sommes en présence de Lilian et Anna, qui sont deux reporters qui vont répondre à mes questions. Tout d'abord, nous allons parler du nouveau cas de dopage russe au sein des Jeux Olympiques. Lilian, que pouvez-vous nous dire à propos de ce nouveau cas de dopage ? Je suis persuadé que c'est une provocation, un acte de sabotage. Telle a été la déclaration de Dimitri Zvitchev, président de la fédération russe de curling, après qu'un de ses athlètes ait été contrôlé positif et qu'il se voit enlever sa médaille de bronze. Or, on n'a jamais eu de réponse à qui aurait voulu truquer le test de dopage de son athlète. Surtout qu'il faut rappeler que la Russie est interdite de Jeux Olympiques et que tous leurs athlètes concourent sous le nom de athlètes olympiques de Russie, avec la bannière olympique comme drapeau et l'hymne olympique passé en cas de victoire de ceux-ci. Ces sanctions sont apparues juste après la publication du rapport McLaren qui dénonce et a mis à jour la triche de plus de 600 sportifs russes, dont 118 étaient interdits de JO de Rio. Pour d'autres, leur accès aux Jeux Olympiques est fermé à jamais en raison du produit anabolisant qu'ils ont consommé, ce qui soumettra leur corps à un dopage éternel malgré un test négatif par la suite. Quelles en sont les conséquences ? Les conséquences de ce nouveau cas de dopage, c'est que cela pourrait mettre un terme à l'accord trouvé entre la délégation russe et l'administration olympique. Les sportifs russes devraient pouvoir défiler sur leur drapeau pour la cérémonie de clôture, car l'amende de 12,3 millions d'euros a été payée, mais cette situation rend délicate la réintégration de la Russie au sein des futurs Jeux Olympiques. Nous allons maintenant aborder l'économie en rapport avec les Jeux Olympiques. Anna, pouvez-vous nous rappeler les sports ? Je vais vous rappeler quelques sports. Tout d'abord le curling, le hockey sur glace, la luge, le patinage artistique ou encore le saut à ski. Quels sont les prix des billets ? Alors il faut savoir que pour un billet, le prix peut être multiplié par 4. C'est selon les classes, on a différentes classes qui vont de la classe D, la classe qui coûte le moins cher, et la classe A, comme la première classe. Pour le patinage libre, homme ou femme, le prix du billet est de 145 € en classe D et de 565 en classe A. On remarque qu'il n'y a pas d'égalité pour l'acheteur, car plus il paye, plus la place qu'il a est meilleure. Il y a vraiment une inégalité au niveau économique et qui est profitable aux classes aisées. Y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes ? Le billet pour une même épreuve féminine ou masculine coûte le même prix. Cependant, on retrouve une inégalité genrée au niveau du nombre d'épreuves. On remarque plus d'épreuves masculines que féminines et elles sont souvent aussi plus demandées par les spectateurs. Combien coûtent les Jeux Olympiques aux pays organisateurs ? Le coût d'aménagement des Jeux Olympiques est de 314,25 millions d'euros pour le pays organisateur. Et quel est son bénéfice ? Il est très difficile d'estimer le bénéfice que les JO apportera au pays. Très bien, maintenant nous allons parler de la trêve hivernale entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Je retourne vers vous Lilian, qu'en est-il de la situation Corée du Nord et Corée du Sud ? Alors que la Corée du Nord est à son apogée en termes de médiatisation, en raison de ses nombreuses démonstrations de force militaire et à l'échange virulent entre Kim Jong-un et Donald Trump, une porte d'entrée se crée pour l'entame d'un dialogue avec les deux Corées. Cette possibilité n'est que possible grâce aux Jeux Olympiques. En effet, les Jeux Olympiques se déroulant à Pyeongchang, en Corée du Sud, et la Corée du Nord possédant un comité olympique, un lien entre les deux ne pouvait s'éviter. Leur mise en relation a débuté à travers un sport, le hockey sur glace. Le contact entre les deux délégations a été mis en place par la mise en commun des joueuses des équipes de volley des deux pays.
Et cela créa au début un scandale politique et une révolte des Coréens du Sud qui ne voulaient pas être associés à ce pays frontalier. Une fois le contact créé, s'en est suivi de nombreuses rencontres politiques telles que les présidents des 2 délégations du Nord et du Sud. Que pouvez-vous nous dire sur leur rapport à la fin de ces Jeux ? Le 25 février 2018, nous observons que cela ne marque pas seulement la fin des Jeux Olympiques, mais aussi la fin de la détente entre les 2 pays. Les tensions ont repris vivement. Il faut cependant noter qu'une relation a été créée entre les États-Unis et la Corée du Nord. Une rencontre des 2 présidents où Kim Jong-un et Donald Trump sont serrés la main a eu lieu. Et le 12 juin prochain, une nouvelle rencontre officielle aura lieu. Nous suivrons cette affaire de près. Pour finir, nous allons évoquer donc, les services proposés. Anna, pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'un partenariat ? Donc un partenariat, c'est une association de 2 entreprises dans le même but qui est ici faire de l'argent. Qu'est-ce qu'un sponsor ? Donc un sponsor est une entreprise qui soutient une personne, un organisme ou encore une association ou une action d'intérêt général. Pouvez-vous nous citer quelques partenaires ? Donc on a par exemple Coca-Cola, Panasonic ou encore Samsung. Que proposent les sites internet pour les personnes à mobilité réduite ? Donc on a une rubrique pour les poussettes et fauteuils roulants. Donc tout d'abord pour une évacuation fluide des spectateurs en cas d'urgence, les personnes utilisant une poussette ou un fauteuil roulant ne pourront accéder à la tribune des spectateurs qu'après les avoir laissés à l'emplacement désigné. Les personnes ayant acheté une place réservée au fauteuil roulant pourront entrer dans le site de compétition avec leur fauteuil roulant. Et la COGIOP n'est en aucun cas responsable de la perte et dommages liés à l'utilisation d'une poussette ou d'un fauteuil roulant. Et que font-ils pour les transports ? Au niveau des transports, afin d'assurer un trafic fluide et l'utilisation des moyens de transport privés sera limitée durant les périodes de jeu dans certaines zones de ville et les hôtels seront autour du site de compétition. Merci beaucoup Anna et Lilian pour ces informations. Alors enfin, pour conclure cette émission, un fait de société avec le problème des prisons en France. Donc j'ai donné la parole à Jade Vesser. Donc à la une de l'actualité, de nombreuses violences ont éclaté dans des centres pénitentiaires en France. Une première attaque a eu lieu le 13 novembre dans le Nord-Pas-de-Calais. 3 surveillants de prison ont donc été poignardés par un détenu. Donc je vais laisser parole à Lisa. Alors oui, effectivement, 3 gardiens de prison de la prison de Vendin-le-Veil ont été poignardés par l'Allemand Christian Gansarski. L'agression a eu lieu vers 16h. Il a profité de l'ouverture de la porte par les surveillants pour se jeter sur eux armé d'un ciseau et d'un couteau en criant « à la votre part ». Le détenu a-t-il des antécédents judiciaires ? Oui, donc il avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour des faits de complicité dans les attentats de la synagogue de Djerba qui avait fait 21 morts en avril 2002. Les États-Unis s'intéressaient beaucoup à lui dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 11 septembre 2001. De ce fait, selon Alain Géco, directeur interrégional des prisons, le détenu aurait entendu qu'il allait être extradé aux États-Unis. Afin de purger sa peine en France, il a donc attaqué ses surveillants. Donc on retrouve à présent notre envoyé spécial en direct du centre pénitentiaire de Perpignan où une attaque a eu lieu. Donc un détenu s'est jeté sur un surveillant de prison ce vendredi 3 novembre. Donc effectivement, ce vendredi 13 novembre, un détenu incarcéré pour vol aggravé a tout d'abord refusé de réintégrer sa cellule après l'appel quotidien. Un surveillant a alors appelé des renforts pour l'obliger à rentrer. Une fois à l'intérieur, le détenu a continué son tapage, tambouriné à la porte, hurlant, jusqu'à ce que les surveillants soient contraints de réouvrir les portes de sa cellule. C'est là que le prisonnier s'est jeté sur l'un des fonctionnaires et l'a agressé à la fourchette, lui assénant plusieurs coups violents à la tête et essayant de mutiler au niveau du cou. La victime a alors été transportée d'urgence à la clinique Saint-Pierre. Quelles mesures ont donc été appliquées ? Donc le détenu a été immédiatement placé au quartier disciplinaire et il attendra son procès prévu pour ce lundi au tribunal correctionnel de Perpignan. En effet, soutenu par le syndicat Force ouvrière pénitentiaire qui dénonce la gravité du geste et son intention qui ne peut qu'à nos yeux que contribuer à une tentative d'assassinat envers un surveillant, nous ne resterons pas sans voix, déclare le syndicat, face à la montée de la violence que subissent chaque jour les fonctionnaires des différents pénitentiaires. Suite à ces nombreuses violences, le débat des effectifs dans les prisons est donc ouvert. Alors maintenant notre rubrique internationale sur le thème du réchauffement climatique. Alors bonjour à tous.
Aujourd'hui, notre planète se réchauffe, c'est indéniable. Nous allons voir les causes et les conséquences de ce réchauffement climatique. Alors la cause principale de ce réchauffement climatique est la production de gaz à effet de serre supplémentaire due à l'activité humaine. Le gaz à effet de serre est un gaz qui absorbe les rayons du soleil et les redistribue sous forme de radiation. Ce phénomène est appelé effet de serre. Il est naturellement présent dans notre atmosphère, mais l'activité humaine augmente certains d'entre eux, comme le dioxyde de carbone, ou encore appelé CO2, qui est responsable à 63% du réchauffement climatique de la planète, et qui a augmenté de 40% depuis le début de l'industrialisation. Il y a aussi d'autres gaz moins importants, mais qui retiennent plus... Oh, excusez-moi. Ok, attends, on va faire un décrochage. Tu reprends ta phrase? Ouais. Quand tu veux. Alors, celui-ci est le plus important, mais d'autres sont émis en moins grande quantité, mais ils retiennent la chaleur plus efficacement que le CO2, comme le méthane, qui est responsable à 19% du réchauffement climatique causé par l'homme, ou encore le protoxyde d'azote, qui est responsable à 6%. Ces augmentations de gaz sont dues à plusieurs activités humaines, comme l'utilisation d'énergies fossiles, qui augmentent les émissions de dioxyde de carbone et de protoxyde d'azote, ou encore la déforestation. Les arbres régulent le climat en absorbant le CO2 dans l'atmosphère, ou encore l'augmentation de l'élevage. Les bovins, lorsqu'ils digèrent leur nourriture, produisent une grande quantité de méthane. Ces activités sont qu'une petite partie Ces activités ne sont qu'une petite partie du réchauffement climatique. Alors ensuite, les conséquences. Les conséquences de réchauffement climatique sont nombreuses. Le fait que le gaz augmente, cela nous fait augmenter la température de la surface de la Terre, la température de l'eau, et donc par conséquence la montée des océans qui a augmenté de 82 cm. Ce qui conduit à une disparition des territoires, surtout dans les îles du Pacifique. Cela entraînerait près de 700 millions de délogements ou de délocalisations. Les climats vont aussi changer dans le sud. Les sécheresses seront plus nombreuses et dans le nord, les pluies seront plus fréquentes. Les catastrophes naturelles augmenteront, comme par exemple les inondations ou les cyclones. Pour éviter tout cela, les différentes COP au fil des années mettent en place différents accords pour diminuer les émissions de gaz, comme par exemple descendre l'augmentation de la température à 1,5 degré au lieu de 5 degrés, gérer la délégation américaine après le retrait de Trump, ou encore atteindre les accords de Paris et sensibiliser les pays aux îles du Pacifique qui pourraient disparaître. Pour la France, ils veulent reconvertir les usines de charbon pour en faire des énergies renouvelables. Je vais laisser la parole à Pauline pour la suite. Donc il n'y a pas que l'homme qui est menacé par ce réchauffement, donc certaines espèces pourraient également disparaître elles aussi, comme notamment les ours polaires avec la fonte des glaces. Le léopard des neiges est également menacé, ainsi que les pandas, les orang-outans et les koalas. Un autre problème lié à la fonte des glaces menace la biodiversité. Donc en effet, des graines de plantes en voie d'extinction ont été congelées sous les glaces. Seulement, si la glace venait à s'infiltrer dans le coffre où elle s'y trouve, il y aurait un risque qu'elle germe, ce qui entraînerait leur perte. L'autre facteur inquiétant est l'augmentation de la population mondiale qui est aujourd'hui de 7 milliards et qui pourrait passer d'ici une trentaine d'années à 9 milliards et à 11,18 milliards en 2100. La population mondiale, elle va augmenter de 83 millions de personnes chaque année. Alors comment faire pour loger tout ce monde si les terres venaient à disparaître ? En effet, le réchauffement climatique va entraîner une migration écologique liée à une augmentation des risques d'inondation. Ensuite, avec l'accélération de l'érosion, l'espace vivable pour l'homme sera diminué. Donc les réfugiés écologiques viendront des Pays-Bas, de Bretagne ou de San Francisco pour migrer vers les pays du Nord comme la Suède. Cependant, certains politiques ne comprennent pas ces risques. Par exemple, Donald Trump a profité de la vague de froid aux États-Unis se déroulant fin 2017 en ironisant sur le réchauffement climatique. Il a alors dit « Dans l'Est, cela pourrait être la veille du jour de l'an la plus froide jamais enregistrée. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique pour lequel notre pays, mais aucun autre pays s'apprêtait à payer des milliards de dollars afin de s'en protéger. » De plus, il s'est retiré des accords de Paris et a aussi annulé le plan de Barack Obama en faveur des énergies renouvelables
et des réductions d'émissions des centrales nucléaires. Bonjour, bienvenue dans notre émission d'actualité sur LDV Média. Alors aujourd'hui dans la rubrique culture, on parlera des musées stéphanois et enfin une rubrique sport avec les JO d'été de Tokyo en 2020. Donc aujourd'hui avec Sarah on est là pour vous présenter la diversité des musées stéphanois. Donc Saint-Étienne c'est une métropole française située dans le département de la Loire, dont elle est la capitale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui Saint-Étienne elle fait partie d'une des plus grandes métropoles de France. Dans le passé Saint-Étienne elle vivait de deux grandes activités principales, les mines et la manufacture d'armes. Et aujourd'hui donc c'est une ville de design et toujours un peu d'industrie. Et Saint-Étienne elle est connue pour la diversité de ses musées. Donc tout d'abord on va vous présenter le musée des Verts. Donc le musée des Verts est situé au stade Geoffroy-Guichard. Du coup il représente le club, c'est le seul musée en France qui présente un club sportif. Donc le musée il est assez moderne, il y a un audio guide pour les visites, il y a des écrans, la visite elle est interactive, elle peut s'adresser pour tout public, aussi bien pour les jeunes que pour les fans et d'autres aussi qui sont peut-être moins fans du club, mais ça présente aussi l'essor qu'a eu le club et l'impact qu'il a eu sur la ville, du coup ça peut toujours être intéressant à voir. Et voilà. Alors moi je vais vous présenter le musée de la mine, qui est un musée de Saint-Étienne composé essentiellement d'un puits qui est le puits Couriot. Il a été créé lors de la Première Guerre mondiale quand le charbon était indispensable, mais a fermé ses portes en 1973, lorsque le charbon a été remplacé par le pétrole et le nucléaire pour les réouvrir en 1991 en tant que musée. Entre la fermeture de la mine en 1973 et l'ouverture du musée en 1991, les bâtiments du puits Couriot ont été utilisés lors de tournages de films. Il propose la visite d'une galerie reconstituée et des bâtiments historiques de l'ancien site minier, comme le grand lavabo, la lampisterie, etc. Le musée propose également la visite de 3 espaces d'exposition permanente, présentant une sélection d'objets issus des collections de musées. La figure du mineur, qui est une représentation des mineurs de Jean-Paul Laurès. La grande histoire de Couriot est racontée par des murs, des images, maquettes, affiches, photographies et outils. En 2014, c'est un nouveau musée qui nous ouvre ses portes avec un parcours plus complet dans le sous-sol, de nouvelles salles d'exposition et un parc aménagé par des jeux d'enfants et des tables de pique-nique. La présentation de ce musée a été multipliée par 3 depuis 2005 à aujourd'hui. Elle est passée de 18 000 à 70 000 visiteurs ouverts à tout âge par an. Ensuite, je vais vous parler du musée d'art et d'industrie. Fondé en 1846 par Étienne Boisson, le musée d'art et d'industrie est tout d'abord un bâtiment qui est destiné à la sous-préfecture. Né en 1889, le musée d'art et d'industrie réunit les beaux-arts et arts industriels. Ce bâtiment abrite des chefs-d'œuvre de l'industrie avec 3 belles collections. Armes, cycles et rubans, avec les métiers à tisser jacquard datant du 19e et 20e siècle. Coup d'œil sur la collection d'armes. Cette collection est récemment enrichie par le dépôt du musée des armes et la manufacture de Saint-Étienne. On remarque que cette collection d'armes est la plus importante de France après celle du musée de l'armée à Paris. Ce musée offre alors un regard sur les industries d'art et de design du quotidien. On remarque que cette collection d'armes est la plus importante de France après celle du musée de l'armée à Paris. Ce musée offre alors un regard sur les industries d'art et de design du quotidien. On remarque que cette collection d'armes est la plus importante de France après celle du musée de l'armée à Paris. Ce musée offre alors un regard sur les industries d'art et de design du quotidien. En 2016, le nombre de visiteurs est de 41 010. Le prix plein tarif est de 6 €, tandis que pour les étudiants les plus jeunes, ceux de moins de 18 ans, est de 4 € par personne. Le type de visiteur est mixte, c'est-à-dire pour les plus jeunes comme les plus âgés, car c'est intéressant pour tous et ainsi le nombre de personnes peut augmenter dû à la richesse historique de ce bâtiment. Et pour finir, on va vous présenter le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, donc qui se situe à Saint-Priest-en-Jarret, et cette année il fête ses 30 ans. L'exposition elle se déroule sur le format suivant. Tous les 3-6 mois l'exposition change. Ensuite il y a une exposition temporaire sur un seul artiste. En ce moment c'est sur Anish Kapoor qui est un artiste britannique. Le musée s'organise en salles, et un thème par salle. Il y a différents formats comme des photos, il y a des vidéos, des sculptures, des tableaux. Il y a des artistes assez connus comme Picasso par exemple.
Le musée il possède une collection assez diversifiée et qui a le mérite d'être vue. Le musée peut s'adresser à tout le monde. Il y a des visites qui sont organisées par des professionnels qui expliquent très bien le sujet, c'est compréhensible par tous. Et c'est un musée qui est vraiment intéressant. Voilà. Donc on va vous présenter les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Donc premièrement, quels sont les changements pour les Jeux Olympiques? Alors de nouveaux sports vont faire leur apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo, notamment le karaté, le baseball softball, le surf, l'escalade ou même le skateboard. Les Jeux Olympiques cette année vont être constitués de 321 épreuves au total, donc 15 nouvelles épreuves qui sont introduites. Avant il y avait 306 épreuves à Rio et 302 à Londres. Les principales épreuves vont favoriser la parité entre les hommes et les femmes. Une épreuve mixte a été créée en natation et en athlétisme pour favoriser cette parité. De nombreuses nouvelles épreuves vont faire leur apparition, donc notamment en athlétisme. On a le relais 4 x 400 mètres en mixte, on a l'aviron, on a l'apparition du basket en 3 contre 3 pour les hommes et les femmes. On a 2 épreuves pour la boxe hommes qui ont été remplacées par 2 épreuves pour les femmes. On a l'apparition du BMX et de nombreuses nouvelles épreuves comme par exemple dans le canoë-kayak, le cyclisme sur piste, l'escrime, l'haltérophilie, le judo où il y a une épreuve mixte qui est rajoutée, la natation, le tennis de table et plein d'autres sports. Maintenant, à quoi correspondent les retombées économiques du pays et les droits TV à l'international? Alors les Jeux Olympiques 2020, c'est un budget initial de 11,19 milliards d'euros et qui a subi une baisse de plus d'1 milliard d'euros. Alors parmi cette réduction, on retrouve le coût de construction des sites destinés aux Jeux qui a baissé de plus de 300 millions d'euros. Les retombées économiques sont-elles estimées à 265 milliards d'euros sur une période de 2013 à 2030 selon un rapport de la ville. Alors parmi ces retombées, on retrouve des effets directs, c'est-à-dire la construction et l'entretien par la suite des équipements, la gestion des événements, donc la sécurité, les transports, les dépenses des visiteurs, les campagnes marketing des sponsors. Et il y a aussi des effets indirects, tels que le tourisme dans le pays, les améliorations des infrastructures et des transports, et l'utilisation des équipements pour d'autres événements. Pour les droits TV, il y a notamment Discovery Communication, qui est la maison mère d'Eurosport, qui a obtenu les droits exclusifs estimés à 1,3 milliard d'euros sur toutes les plateformes, c'est-à-dire chaînes TV gratuites, payantes, téléphones mobiles, dans 50 pays et territoires sur le continent européen. En France, le diffuseur est France Télévisions et au Royaume-Uni, BBC. Quant aux États-Unis, le leader est NBC Universal, qui a obtenu le droit de diffusion jusqu'en 2032 sur le territoire américain pour 7,65 milliards de dollars, soit 6,44 milliards d'euros, dont une prime à la signature de 100 millions de dollars, soit 84,25 millions d'euros. Très bien. Donc, quels sont les impacts politiques de cet événement pour Tokyo? Alors, les Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo auront un impact politique et social pour le pays hôte, le Japon. Tout d'abord, les télévisions du monde seront présentes et présenteront Tokyo et le paysage japonais pendant plus d'1 mois. Ces événements attirera ainsi de nombreux touristes pendant les Jeux, mais aussi dans l'avenir. Les objectifs pour Tokyo sont multiples. Les Japonais veulent montrer leur savoir-faire en termes d'infrastructure et d'organisation. Ils souhaitent retrouver une certaine unité nationale en associant la population japonaise à cet événement, à ces festivités, à cette compétition et à cette organisation, car actuellement, moins de 50% de la population soutiennent le projet. Très bien. Et quel est l'objectif politique pour les grandes nations? Au niveau politique, les grandes nations telles que la Chine, les USA et la Russie veulent montrer leur puissance, mais en voulant être supérieurs aux autres. Les Russes sont dans la déviance avec le dopage avéré de leurs athlètes. Les sportifs russes en règle pourront alors concourir sous les couleurs du Comité national olympique, le CIO. Et comment voulez-vous réduire les inégalités hommes-femmes à travers le sport? Le sport sera aussi au service de la cohésion sociale. L'objectif sera de réduire les discriminations. Les athlètes hommes, femmes, jeunes ou plus expérimentés, ou même les handicapés auront un rôle important et un effet médiatique comme une rampe de lancement pour l'intérêt de la pratique du sport, l'accessibilité à tous et la présentation de la diversité des sports possibles. Le CIO souhaiterait aussi que certaines disciplines sportives deviennent mixtes comme la natation. Ainsi, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 auront de nombreux effets bénéfiques sur le Japon, politique, économique, organisationnel, social et touristique.
mais aussi sur le monde. Les pays seront réunis pour honoriser les sportifs, leurs exploits et leur courage, et également pour attester qu'ils peuvent oublier momentanément leurs conflits qui les opposent.